Bonjour, Dan Copin. Merci de vous être rejoint à nous pour ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis en charge de l'activité prêt de titres et repo au niveau groupe chez KCIS. Vous vous êtes joint à nous aujourd'hui pour échanger sur l'ESG, qui est un très vaste sujet et couvre de près ou de loin tous les aspects de la société, et le prêt de titre n'en est pas exempté. Nous avons souhaité organiser ce webinaire car il existe un débat actuellement pour lequel nous avons beaucoup de discussions avec nos clients, mais aussi avec nos contreparties de marché. La question de la compatibilité du prêt de titre avec les principes d'investissement durable. Ça mobilise chez nous beaucoup d'échanges, beaucoup de propos et d'interrogations. Et comme beaucoup de banques, on a souhaité y répondre aujourd'hui. Et pour ça, nous souhaitons ainsi partager avec ceux qui sont intéressés les positions et consensus actuels, mais aussi les débats qui sont toujours en cours, afin toujours d'informer et d'accompagner nos clients dans leurs réflexions et interrogations. Alors pour ce faire, on a autour de la table et autour de nous, en connexion sur ce webinaire, 3 experts qui interviendront pour animer ce débat. Perrine Briou, qui est responsable produit groupe, Christine Bizot, responsable des sujets RSE au sein du groupe KCIS, et faisant partie de mon équipe au niveau groupe, Donia Ruiguet, responsable commercial de l'activité de prêt de titres et repo chez KCIS. Alors, quels sont les sujets que nous souhaitons vous proposer aujourd'hui? Tout d'abord, on commencera par un rappel sur les enjeux actuels majeurs que soulève le sujet de l'investissement responsable et le positionnement du groupe KCIS. Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet avec un récapitulatif des différents débats et consensus autour du prêt de titre face à ce défi que peut représenter l'ESG pour ce type d'activité. Et enfin, cela nous amènera à présenter les outils que KCIS met à la disposition de ses clients souhaitant poursuivre et même parfois démarrer une activité de prêt de titre. Et comme tout débat qui se respecte, nous terminerons sur une session d'échange où vous pourrez poser vos questions à nos experts dans le chat dédié sur l'applicatif Webex prévu à cet effet. Je passe donc la main à Perrine Briou pour démarrer la présentation et merci de votre écoute. Perrine ? Bonjour à tous et merci Dan pour cette introduction. En effet, nous constatons, et c'est une chose, que l'intérêt est croissant vis-à-vis des sujets ESG. ESG et ici, aujourd'hui, dont nous allons parler, ESG et pré-emprunt de titres. Avant d'entrer dans le cœur du thème d'aujourd'hui, revenons rapidement sur l'émergence de l'ESG en lien avec les activités d'investissement, bien sûr, et sur le rôle que KCIS joue depuis plusieurs années maintenant, entre autres via sa politique RSE. Nous avons identifié 3 types d'évolutions majeures et continues pour les acteurs financiers. Parmi ces 3 types d'attentes, tout d'abord les attentes des investisseurs finaux, qui sont en évolution et qui changent constamment. Les critères ESG sont aujourd'hui devenus presque indissociables de la volonté d'investissement des épargnants, sans bien sûr faire l'impasse malgré tout sur la performance. Cette tendance n'a fait que s'accélérer depuis 1 an, et la presse spécialisée, mais aussi la presse généraliste, publie très régulièrement des études sur ce sujet. Évidemment, les investisseurs veulent avoir une réelle confiance envers les produits choisis, afin de leur permettre de naviguer sereinement à travers une terminologie qui est parfois complexe et un nombre incalculable de supports d'investissement. De nombreuses initiatives ont vu le jour. Parlons entre autres des labels. On peut noter que la France a été pionnière en la matière avec la création de 2 labels gouvernementaux fin 2015, début 2016. Ces 2 labels sont le label ISR assez généraliste et le label Greenfin plus orienté fonds vert. Parmi les initiatives sur le plan européen, on retrouve le label LuxFlag et ses différentes déclinaisons au Luxembourg, mais aussi le label FNG en Allemagne, en Autriche et en Suisse, et enfin, par exemple, le label Nordic Swan Ecolabel pour les pays nordiques. Évidemment, cette liste est non exhaustive.
Sur le plan des labels, il est important de rappeler et de repréciser que les critères permettant au fonds d'être labellisés sont propres à chacun de ces labels. Il convient donc d'y apporter un œil particulièrement attentif en fonction des critères d'investissement voulus et recherchés. Malgré tout et en général, les labels explicitent sous un format plus accessible les critères mis en avant, plus accessible que la réglementation, qu'elle soit nationale ou supranationale, dont on parlera ultérieurement. La prise en compte des risques et des opportunités est l'un des exercices quotidiens et inhérents au processus d'investissement. L'aspect risque est assez facilement concevable sur le plan de l'ESG. On peut parler du risque de réputation, des différents risques climatiques, qu'il s'agisse du risque physique ou du risque de transition. Mais investir dans l'ESG représente également une véritable opportunité. D'une part, les fonds ESG sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en moyenne plus diversifiés que les fonds bruns, donc à ce titre moins risqués. Mais d'autre part, nous avons pu constater une surperformance de cette catégorie en 2020. Alors, surperformance comprise entre 0,5% et 3,5% en moyenne, selon les catégories de support d'investissement recherchées. La surperformance, il faut le noter, est cependant plus faible sur les 5 dernières années, mais elle est bien réelle malgré tout. Enfin, et c'est le dernier pilier, le dernier mais pas des moindres, la réglementation est relativement abondante sur le sujet. Là encore, parmi une liste non exhaustive, nous pouvons évoquer la loi, ou plutôt l'article 29 de la loi énergie-climat en France, qui complétera l'article 173.6 de la loi de transition énergétique. Sur le niveau et le plan européen, on peut parler du règlement disclosure SFDR, des différentes taxonomies qui sont en train de voir le jour et qui vont voir le jour prochainement, et aussi de CSRD, à ne pas confondre avec CSDR, qui a vocation à remplacer la NFRD, là encore sur le plan européen. Alors, sans entrer dans une analyse laborieuse de ces textes, les objectifs communs sont clairs. Ils sont de suivre et de donner de la transparence aux investisseurs afin d'orienter de manière globale les flux de capitaux vers des investissements plus durables via la prise en compte de critères qui sont prédéfinis. Et toute la difficulté de l'exercice se trouve ici, interpréter ces critères que l'on dit prédéfinis dans une réglementation d'une part, mais aussi et de manière générale, savoir les approprier dans tous les cas. Sur le slide suivant, je tiens à vous rassurer immédiatement, nous n'avons pas vocation à entamer un exercice de définition exhaustif des critères extra-financiers, tout simplement parce qu'il en existe en réalité des centaines qui peuvent être pris en compte dans le processus d'investissement. Malgré tout, ou plutôt ces centaines de critères extra-financiers peuvent être globalement catégorisés en 3, voire 4 piliers. Nous retrouvons nos désormais connus ESG pour environnement, social et gouvernance, mais il semble de plus en plus intéressant d'adosser aussi le C de climat, qui est de manière croissante plus présent dans la réglementation et dans les volontés des investisseurs. Alors, vous trouverez dans le tableau quelques exemples de prise en compte de critères extra-financiers. Alors évidemment, la liste est non exhaustive. Sur le E, on peut parler par exemple d'avoir sur le plan environnemental une politique de gestion des déchets et une prévention des risques environnementaux. Sur le plan social, le respect du droit des employés tout d'abord, et ça paraît assez évident, mais aussi la promotion du dialogue social ou de l'équité ou inclusion des personnes en situation de handicap. Sur la partie G de gouvernance, par exemple, l'indépendance du conseil d'administration, une transparence dans la politique de rémunération des dirigeants, etc. Et enfin, sur le plan climatique, un exercice qui attire beaucoup l'attention actuellement, le calcul de l'empreinte carbone sur les différents scopes qui sont possibles, scope 1, 2 et 3.
On comprend aisément que les critères E d'environnement et C de climat sont étroitement liés. La prise en compte de critères extra-financiers permet d'intégrer la notion de durabilité de l'investissement réalisé, bien sûr, mais cette durabilité se mesure selon un principe que l'on retrouve de plus en plus dans la réglementation, qui est le principe de double matérialité. Qu'est-ce qu'on entend par double matérialité ? Ça implique d'une part qu'un investissement prenne en compte un certain nombre de critères ESG et ESG et C pour être considéré comme un investissement durable selon des niveaux d'attente prédéfinis. Mais à cela s'ajoute l'absence d'impact négatif sur l'ensemble ou une partie des autres critères extra-financiers. Et ceci permet globalement d'envisager tout le potentiel de complexité de l'exercice à réaliser. Alors, c'est un exercice que Cassis s'astreint et s'est astreint à faire, pas nécessairement en tant qu'investisseur, mais plus globalement en tant qu'entreprise d'asset servicing. Et c'est ce que va vous présenter ma collègue Christine. Oui, bonjour à tous. Donc, vous avez entendu Perrine rappeler l'importance de ces enjeux RSE, dont vous l'entendez maintenant tous les jours, les dégradations environnementales et sociales, vont constituer le défi incontournable des 10 à 20 prochaines années. Et donc, pour les résoudre, la société attend aujourd'hui des entreprises qu'elles investissent, qu'elles innovent et qu'elles mettent en œuvre des solutions pour répondre à ces défis. D'ailleurs, c'est bien dans cet esprit qu'ont été définies en 2015 les recommandations de la COP 21 et puis les ODD de l'ONU. Et le législateur en Europe ne s'y est pas trompé puisque nous avons déjà vu un certain nombre de réglementations qui vont s'accélérer dans les prochains mois et à toutes les entreprises en Europe, voire si on arrive à un dialogue mondial. Donc, d'une contrainte, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement durable, c'est aujourd'hui un levier de performance. Et pour continuer à opérer, les entreprises devront non seulement réduire les impacts négatifs de leurs activités, mais surtout contribuer positivement à la société en créant de la valeur partagée. Donc, les modèles d'affaires doivent être repensés en fonction de ces enjeux environnementaux, sociaux et je dirais aussi de biodiversité. Et cela suppose, pour toutes les entreprises, d'intégrer le développement durable au cœur de la stratégie business, de sa gouvernance, de sa culture et de son processus d'innovation. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, avec sa formulation, la formulation de sa raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société, le groupe Crédit Agricole a réaffirmé sa volonté de poursuivre son action en faveur d'une économie plus inclusive et son intention de faire de la finance verte l'une des clés de croissance du groupe. Nous, et Cassis est complètement intégré dans cette stratégie depuis de longue date, qui s'est renforcée ces derniers mois. Mais alors, compte tenu de notre activité d'asset servicing, il fallait en fait s'interroger sur notre responsabilité vis-à-vis de nos parties prenantes qui sont nos clients bien sûr, mais nos collaborateurs, nos fournisseurs, et puis la société en général. Et sur notre rôle pour accompagner la transition environnementale, puisque nous ne finançons pas particulièrement des activités où nous ne sommes pas, à proprement dit, des investisseurs. Donc, nous avons mené des travaux avec les métiers, les directions des risques, de la conformité, ressources humaines, bien sûr. Et nous avons donc défini 3 piliers autour de 12 engagements. C'est ce que je vais vous présenter. Donc déjà, pour rappeler que le rôle de Cassis, la mission de Cassis, c'est d'assurer pleinement son rôle de tiers de confiance auprès de ses clients, en créant de la valeur durable pour leur permettre un développement sain de leur activité. Et donc, comment nous le faisons ? Nous offrons des solutions innovantes sur les processus post-marché, une large gamme de services opérationnels avec grande flexibilité.
Et tout ça pour aider nos clients à se concentrer sur leur stratégie et décision d'investissement. Et donc, 3 piliers. Premier, accompagner nos clients en toute confiance et sécurité, avec déjà une culture éthique forte et un code éthique qui permet de rappeler à tous nos engagements de responsabilité et de qualité dans un acte professionnel. La maîtrise, bien sûr, des risques, Perrine l'a indiqué, mais il est fondamental d'accompagner en permanence les évolutions réglementaires pour nous-mêmes et pour nos clients. L'innovation, parce que sans innovation, nous ne pourrons pas répondre à ces défis, et en apportant à nos clients des solutions à valeur ajoutée qui leur permettent, eux, de prendre les meilleures décisions possibles. Et puis, la cybersécurité, la sécurité de nos process, qui aujourd'hui est considérée comme un risque ESG par tous les acteurs financiers. Donc, premier pilier. Deuxième pilier, comment agissons-nous pour la transition énergétique? Déjà, pour nous-mêmes, on réduit notre empreinte environnementale avec des actions dans nos locaux, mais également dans nos processus, en dématérialisant les activités consommatrices de papier qui, vous le savez, sont très nombreuses dans nos activités, et en réduisant l'impact du stockage des données, en renforçant la prise en compte des critères ESG dans nos produits et services, donc avec des solutions innovantes pour nos clients, mais également avec une vraie démarche d'achat responsable, puisque 80% en fait de notre empreinte carbone est liée à nos achats, comme d'ailleurs dans le secteur financier. Et enfin, toujours en toile de fond, l'utilité au territoire, agir local, mais penser global. Donc, nous n'arriverons pas à faire tout ça sans être un employeur responsable et engagé. Donc, dans un premier temps, il faut favoriser l'engagement de nos collaborateurs en les écoutant, mais également en leur permettant d'avoir une vraie qualité de vie au travail qui, pour nous, est un signe de performance, en renforçant l'employabilité de nos collaborateurs, puisque, bien évidemment, nous sommes dans un environnement en pleine transformation. Il faut former nos collaborateurs et leur donner des outils pour justement répondre à tous ces enjeux. La mixité et diversité est également considérée comme un enjeu de performance, et tout ça nous permet d'accompagner ces transformations qui sont fondamentales pour tout le monde. Donc, enfin, juste pour conclure, nous avons toujours besoin de nous benchmarker pour mesurer notre politique, et pour cela, depuis 2015, nous faisons évaluer par différents acteurs, à la fois par EcoVadis, qui cette année nous a reconnus comme faisant partie des 1% des entreprises les mieux notées de notre secteur sur la RSE, mais également avec l'INDR, l'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises au Luxembourg, qui a renouvelé pour la 3e fois le label ESR de KCIS pour une durée de 3 ans, mais également aussi avec le label Achat responsable auquel nous participons avec le groupe Crédit Agricole. Donc, je vais laisser la parole à Donia qui va vous présenter concrètement comment nous accompagnons nos clients dans cette activité. Merci Christine. Bonjour à tous. Et merci aussi à Perrine. Comme vous l'avez compris, on voulait avant tout replacer le débat des défis ESG de manière globale pour ensuite arriver au prêt de titre. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, le prêt de titre, les débats, quelles sont les initiatives en cours, est-ce qu'il y a un consensus qui est en train de voir le jour, ça va être le but des prochains slides que je vais vous présenter. Donc dans le slide qui suit, il y a une question qui est assez simple en fait, mais qui est de se dire, est-ce qu'on peut faire du prêt de titre et être en accord avec une politique d'investissement responsable basée sur les fameux critères ESGC, comme le présentait Perrine. Alors, beaucoup de débats, et encore une fois, ça dépasse le monde du prêt de titre, vous le savez bien, pour ceux qui s'intéressent de près au sujet ESG et investissement durable. Beaucoup de débats parce qu'il n'y a pas de consensus
très clair, ou en tout cas, il n'y a pas d'autorité qui a voulu se positionner de manière définitive sur le sujet, étant donné qu'il y a énormément d'approches possibles. Donc, les débats ont lieu au niveau de l'industrie même. Dans notre cas, avec notre association qui s'appelle ISLA, l'International Securities Lending Association, mais vous avez le même type d'association pour le repo et pour toutes les autres activités de finance de marché, bien évidemment. Au niveau des régulateurs, on parle de l'ESMA, de l'AFG, de l'AMF. Les régulateurs s'intéressent de très près, organisent des tables rondes sur le sujet. Les investisseurs même, on a à plusieurs reprises pu discuter avec des clients qui se posent la question de leur positionnement face aux prêts de titres et les principes ESG qu'ils souhaitent développer chez eux. Et il ne faut pas les oublier, les agences de notation, labels, parce que, in fine, ce sont ces acteurs qui donnent de la visibilité aux investisseurs, donc ils ont besoin eux-mêmes de pouvoir se positionner. Donc beaucoup de débats actuels et la réponse à cette question, sans vouloir être définitif, nous emmène vers un consensus plutôt positif qui dit que oui, on peut faire du prêt de titre et être en accord avec une politique d'investissement responsable. En revanche, bien évidemment, il va y avoir des réserves qu'il va falloir soit lever ou en tout cas prendre en considération. La première chose la plus importante, et encore une fois, cela dépasse le sujet du prêt de titre en tant que tel, c'est de savoir gérer les restrictions imposées. Donc il est bien de se dire qu'on définit une politique d'investissement et qu'on définit une politique de prêt de titre, mais encore faut-il que nos systèmes puissent les gérer, les systèmes, les restrictions par exemple de certains types d'actifs ou des rappels de titres, etc. Mais on va en parler un peu plus tard. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, bien évidemment, c'est que plus on se met de restrictions, plus les impacts sur les revenus vont être forts. Ça va de soi, mais il faut quand même le prendre en considération parce que ce n'est pas anodin pour certains acteurs qui comptent sur l'activité de prêt de titre pour booster la performance de leur portefeuille. Et aussi, on revient un peu au principe de double matérialité dont parlait Perrine, qui est assez intuitif, mais il faut quand même y penser. C'est de se dire, c'est bien de faire une politique prêt de titre qui soit en accord avec des principes d'investissement durable, mais attention, il ne faut pas, de l'autre côté, que ces principes-là viennent impacter négativement les marchés. On va en parler dans le prochain slide. Je prends un exemple très clair. C'est se dire, je veux rappeler tous les titres que j'ai en ma possession pour des périodes d'assemblée générale sur 1 mois ou 2 mois. Si tous les acteurs de marché devaient faire ça, il y aurait un assèchement de la liquidité autour de ces assemblées générales qui pourrait être préjudiciable pour le marché dans sa globalité. Donc ce principe de double matérialité est très important. De manière globale, tout le monde cherche une harmonisation des critères. Comme sur le prêt de titre, on a pu voir ces 10-15 dernières années, un cadre très clair se mettre en place pour apporter transparence aux investisseurs et du coup confort. On voit très bien que sur le sujet ESG, tout le monde participe au débat pour permettre une harmonisation qui mettrait tous les acteurs de marché à l'aise dans la poursuite de cette activité. Donc sur le slide suivant, on vous a récapitulé les principaux piliers qui font consensus. Encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre, dans le sens où des débats sont encore en cours, ce sont des tendances, donc il faut les prendre comme telles. Mais il est important de les avoir en tête à aujourd'hui. Donc le premier pilier qui paraît évident, c'est la transparence et l'éthique. Donc si on veut faire une activité de prêt de titre, il faut que cette activité soit transparente pour les investisseurs que nous avons derrière dans les portefeuilles et fonds. Donc il faut permettre un accès total, transparent aux informations liées à ce prêt de titre. Ça a l'air encore une fois anodin, mais ça n'est pas tant que ça. Alors c'est vrai que certains prestataires de services sont mieux équipés, notamment les banques dépositaires comme CACEIS, parce que c'est le cœur de métier, le reporting et les rapports quels qu'ils soient, mais il faut vraiment penser à cela. L'éthique, alors l'éthique, ce qu'il faut aussi avoir en tête sur ce sujet-là,
c'est que bien évidemment la politique de prêt de titre qui va être définie doit être en accord avec l'éthique qu'on s'impose au niveau de sa politique ESG en général. De manière, on va dire de façon assez consensuelle, l'idée que le prêt de titre puisse avoir un impact négatif sur les marchés financiers est une idée un peu du passé. Il y a pu y avoir des débats parce qu'à l'époque, le cadre, notamment réglementaire, n'était pas clair. Aujourd'hui, en 2021, on n'est pas en 2005 ou en 2001. Les choses ont extrêmement changé. Donc, le prêt de titre en soi apporte de la liquidité au marché. Il faut vraiment le garder en tête et on en parlera plus tard, car il y a notamment des initiatives de certains régulateurs qui poussent, en tout cas qui favorisent le fait de faire appel au prêt de titre, notamment pour régler les suspens de règlement livraison. Le deuxième pilier, c'est la sélection du prestataire. Donc, que ce soit le prestataire qui va vous faire votre prêt de titre, ou quand bien même, si vous le faites en interne, il est évident que la personne ou l'entité qui va effectuer le prêt de titre doit elle-même avoir une approche ESG, RSE dans le cas pour faire le lien avec ce qu'a dit Christine. Il faut avoir une certaine cohérence dans ses choix. Le troisième pilier, c'est la sélection des emprunteurs. Alors, on prête des titres à des emprunteurs. Soit on peut décider de le prêter qu'à un seul emprunteur, notamment dans un modèle dit principal, soit sur le modèle agent, qui est maintenant le modèle le plus communément utilisé, le prêteur peut être face à plusieurs contreparties. Donc ces contreparties doivent être sélectionnées sur la base des critères ESG du client, de l'investisseur final. Le quatrième pilier est la sélection du collatéral. Alors, la sélection de collatéral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prêt de titre, pour ceux qui ne l'ont pas spécialement en tête, c'est le fait de prêter de façon temporaire un actif et de recevoir du collatéral en face, en tout cas dans la majeure partie des cas. Ce collatéral qui va être reçu doit être en ligne avec la politique d'investissement même du client qui souhaite suivre des principes ESG. Je prends l'exemple du tabac. Si on a décidé de ne pas investir dans le tabac, il est assez logique de ne pas accepter en collatéral des actifs liés à l'industrie du tabac. Le cinquième pilier, qui n'est pas des moindres parce que c'est là où on peut voir le plus de débats, c'est le droit de vote en assemblée générale. Alors, pour les actions, comme vous le savez, vous avez des assemblées générales qui ont lieu à fréquence et en tant qu'investisseur engagé, responsable, et encore une fois pour refaire le lien avec ce qu'a dit Perrine en termes de gouvernance notamment, il est important que l'investisseur final puisse être engagé dans la politique de l'entreprise dans laquelle elle investit. Donc cela veut dire participer aux assemblées générales. Mais participer aux assemblées générales, ça veut dire avoir les titres en portefeuille. Parce que le prêt de titre veut dire qu'on va prêter physiquement l'action. Et si l'assemblée générale a lieu pendant que l'action est prêtée, c'est le détenteur physique du titre qui va avoir le droit d'aller voter. Donc il va y avoir ce processus de rappel de titres sur les assemblées générales. Il y a plusieurs approches qui sont possibles et qui sont débattues à l'heure actuelle. Alors certains clients disent je ne vais aller voter que sur des positions qui sont plus stratégiques pour moi. Il n'y a aucun intérêt à aller voter sur des assemblées générales où on a des positions qui sont pas très significatives, en tout cas vis-à-vis du portefeuille. D'autres vont dire je vais aller voter à toutes les assemblées générales, mais sur un pourcentage maximum, ça peut être 20% de titres par exemple, et d'autres réfléchissent à rappeler tous leurs titres pour aller voter en assemblée générale. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est encore une fois cette idée de liquidité des marchés. Ce pilier est extrêmement discuté parce que si demain tous les acteurs devaient rappeler tous leurs titres pendant 1 ou 2 mois sur l'année en fonction des assemblées générales, on risquerait très fortement d'avoir un problème de liquidité. Ce n'est pas ce que les régulateurs, mais ce que même les participants de marché veulent de manière générale.
Donc il y a beaucoup de débats encore autour de ces 5 piliers sur non seulement la faisabilité, parce que c'est bien d'avoir des principes, mais les mettre en œuvre, c'est autre chose. Il faut aussi avoir des systèmes qui permettent de le gérer. Il faut avoir des équipes, parfois ESG, parce que forcément, si on a un portefeuille avec 2 ou 3 millisines, ça va être un peu compliqué de mettre en place certaines restrictions. Mais ça rejoint, in fine, on parle du prêt de titre spécifiquement aujourd'hui, mais ça rejoint, in fine, le défi de tous les acteurs de marché qui veulent se mettre à l'ESG. Ça nécessite des moyens, aussi bien humains que matériels. Donc, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a parlé de d'où se trouve et où discute l'industrie du prêt de titre, le débat sur la question prêt de titre compatible avec l'ESG, les principaux piliers qui sont en train d'émerger, qui permettent aux clients d'être confortables pour entrer dans une activité de prêt de titre ou la conserver. Maintenant, c'est quels outils on peut vraiment physiquement mettre en place pour être en accord avec ces fameux piliers. Donc chez CACEIS, on a mis à disposition des outils qui, selon nous, aident les clients à continuer ou à rentrer dans des activités de pratique qui, rappelons-le, sont rémunératrices pour les portefeuilles. Ce sont toujours des points de base en plus de performance qui sont appréciés. Et nous avons aussi des clients, notamment en Banque centrale, il faut le rappeler, qui sont rentrés sur l'activité du prêt de titre parce qu'elles ont été sollicitées afin de pouvoir donner de la liquidité au marché. Et donc, ce qu'elles font à travers leur programme de rachat de titres, vous connaissez très bien, mis en place des programmes de prêt de titre pour reprêter dans le marché et fluidifier le marché. Donc, il est important pour eux aussi de pouvoir être en adéquation avec le débat actuel sur l'investissement durable qui va bien au-delà de l'activité prêt-titre. Donc, le premier outil qu'on a pu mettre en place, outil, c'est pas tant un outil que ça, mais c'est un élément, c'est le fait que CACEIS est un prestataire RSE. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Christine a pu dire, mais en tant que prestataire, nous sommes en tant que tels en ligne avec les objectifs ESG que nos clients peuvent avoir. Le deuxième outil mis à disposition, c'est le fait qu'on offre une transparence sur toute la chaîne. Donc, en tant que dépositaire, forcément, on est bien armé pour le faire. C'est notre cœur de métier de produire des rapports d'activité. On produit des rapports de performance pour que les clients puissent se rendre compte si nous traitons correctement les titres par rapport à d'autres acteurs de marché. Nous avons mis en place une politique de prêt de titres qu'on appelle liquidity versus risk, parce que l'idée, ce n'est pas de prêter des titres de façon agressive, mais c'est d'accompagner la liquidité de marché et au passage en tirer une rémunération. Je rappelle juste qu'en 2020, les volumes de prêt de titres, de titres prêtables étaient de l'ordre de 18 trillions et s'en traitait en moyenne 1800 milliards de dollars tous les jours. Donc c'est un marché qui est extrêmement large. Le troisième outil qu'on met à disposition, c'est la sélection rigoureuse des emprunteurs. Alors cette sélection rigoureuse des emprunteurs, attention, le client doit la faire aussi. Nous, en tant que groupe qui a une approche des risques assez restrictive, mais c'est dans l'ADN du groupe Crédit Agricole qui est notre actionnaire majoritaire, nous ne travaillons pas avec toutes les contreparties qui existent dans le monde. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, mais le client, bien évidemment, doit lui aussi s'assurer que les emprunteurs face auxquels ils peuvent se retrouver sont en ligne avec leur politique ESG. Le quatrième outil, c'est la sélection du collatéral. Donc, si vous souhaitez exclure des types de collatéral, nous sommes capables de le faire. Je prenais l'exemple du tabac tout à l'heure. Ça peut être une industrie en particulier, ça peut être un titre en particulier, ça peut être un pays, peu importe. Il faut être capable de pouvoir sélectionner le collatéral en fonction de sa politique d'investissement, parce que l'idée, c'est de rester quand même cohérent. Encore une fois, je refais le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Attention,
la limite reste une limite de système. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner, exclure, etc. Mais sur des portefeuilles qui peuvent être complexes ou sur des demandes qui peuvent être complexes avec des pourcentages, etc., il faut vraiment garder en tête que notre limitation reste la technologie. Technologie dans laquelle nous investissons, dans laquelle nous savons qu'il faut continuer à participer, à investir pour pouvoir développer tous les outils dont nous aurons besoin. Ça reste une limitation importante. Le 5e outil, c'est le rappel des titres afin de participer aux assemblées générales. Donc pour nous, chez KCIS, nos clients qui souhaitent rappeler les titres sur assemblée générale, ça ne nous pose pas de problème bien évidemment, nous pouvons les accompagner, on peut mettre en place des quotas, autrement appelés buffers, donc on n'a pas de sujet. En revanche, je pense qu'il est important encore une fois pour le client de définir sa politique de rappel de titres. Rappeler tous les titres, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on encourage, mais en même temps, ce n'est pas à nous de nous positionner, pour les raisons en tout cas que je vous ai évoquées. Et ça, seul le client peut décider de ce qu'il souhaite faire. Bref, ces 5 outils ou mesures mises en place par KCIS sont là pour permettre de créer un programme de pratique parfaitement adapté aux attentes de nos clients. On a des clients qui sont extrêmement différents. Bien évidemment, les clients qui vont être les plus exigeants sont les clients qui font UCITS. On a aussi des clients institutionnels, mais qui ont des exigences proches des fonds régulés, aussi bizarre que ça puisse paraître pour certains, mais aussi de fonds de pension ou banque centrale. Pour conclure en tout cas sur ce que KCIS propose, au-delà de ces outils, parce qu'on voulait vous donner des éléments concrets, on peut mettre en place bien évidemment d'autres process ou d'autres outils pour nos clients qui bien évidemment nous sommes dans la possibilité de le faire. Chez KCIS, on a une approche qui est basée sur 3 valeurs assez importantes. C'est la flexibilité, donc ce n'est pas toujours le cas ailleurs, mais pour le coup, nous sommes prêts à accompagner le client sur des solutions sur mesure. La simplicité, la sécurité, le fait d'être avec votre dépositaire forcément doit vous permettre, en tout cas permet un certain confort que vous n'auriez peut-être pas avec d'autres contreparties, étant donné qu'on a une approche vraiment globale client, on ne parle pas que du prêt de titre, mais de la relation globale. La transparence qu'on peut apporter, le fait qu'on soit sur des flux qui sont totalement automatisés, du front office au back office. Et puis, on a l'expertise à cette service-ci, on en a eu la preuve de par cette présentation. On a eu Perrine qui est dans le département produits groupe et qui suit les sujets ESG bien au-delà du prêt de titre. On a Christine Bizot pour la partie RSE. Donc, vous avez une expertise à cette service-ci, dans le sens où notre métier, c'est aussi de suivre, de participer au débat de place, mais de suivre la réglementation. Nous avons accès à différentes typologies de clients et nous avons un savoir et un savoir-faire qu'on est prêt à partager avec nos clients. Donc voilà pour ce qu'on avait à dire sur le prêt de titre, sur les débats en cours, sur ce que l'industrie est en train de, ce vers quoi l'industrie est en train d'aller, et comment KCIS peut accompagner ses clients. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On a encore 4-5 minutes. Je regarde si on a quelques questions qu'on pourrait... Alors, j'ai une première question, je pense qu'elle va être pour Perrine. C'est est-ce que KCIS diffuse des informations concernant les évolutions réglementaires liées à l'ESG? Alors oui, c'est quelque chose que KCIS propose aussi bien sur le plan évolution réglementaire liée à l'ESG, mais plus globalement évolution réglementaire. Pour les clients KCIS, c'est disponible via une souscription directement. Vous recevrez un mail à fréquence mensuelle de Regulatory Watch. La souscription est possible directement auprès de votre Relationship Manager.
Et pour les non-clients Cassis, un résumé est proposé directement sur le site cassis.com de l'ensemble des évolutions réglementaires ESG ou plus largement. Ok. Une autre question pour toi, Perrine, parce qu'il y a après une autre question sur le prêt de titre, mais pour rester dans le thème, quels sont les produits de la gamme ESG proposés par Cassis? Alors aujourd'hui, Cassis propose divers produits sur l'ensemble de sa gamme ESG. Alors selon les types de catégories de clientèle, nous avons un reporting ESG et climat qui a vocation à donner une note et plusieurs informations assez globales et synthétiques sur chacun des portefeuilles clients. Cette offre est disponible pour nos clients qui sont en Fund Administration chez Cassis. Pour la clientèle institutionnelle, nous avons également une offre de ESG screening qui permet de passer en revue le portefeuille du client, de donner des informations là plus précises et plus détaillées. Donc on n'est pas sur un format reporting, on est sur un format global et modulable, consultable directement via un lien Internet. Et le client peut analyser certains de ces titres qui ont par exemple des controverses ou qui sont investis dans des produits de secteur à exclure. Donc ce sont les deux offres que nous avons actuellement et nous travaillons à revoir et à faire évoluer ces deux offres vers quelque chose qui sera plus modulable et adapté à l'ensemble des besoins de notre clientèle, aussi bien en France, mais pour tous les pays dans lesquels nous sommes présents. D'accord. Alors, on a quelques questions aussi sur la blockchain, je vois, mais on n'a pas trop le temps parce que malheureusement, on va devoir conclure. Je prendrai juste la dernière question qui est une question assez classique. C'est en faisant du prêt de titre, ne suis-je pas en train d'aider la spéculation contraire au principe ESG? Donc ça, je pense que c'est pour moi. Alors, je pense qu'il faut désacraliser quelque chose entre les ventes à découvert notamment, la spéculation, parce que c'est ça ce à quoi tout le monde pense, et le prêt de titre. Encore une fois, ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans, mais c'est vrai pour le prêt de titre comme c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, n'est plus vrai à aujourd'hui en 2021. Le prêt de titre, il y a deux façons d'utiliser le prêt de titre pour un emprunteur. Il faut quand même garder en tête qu'il y a une des premières raisons, c'est de couvrir des suspens de règlement livraison. Donc vous avez même le régulateur qui, quelque part, et j'en parlais tout au début de ma présentation, pousse quelque part le prêt de titre, en tout cas, est absolument pas contre. Je prends la directive CSDR. Pour ceux qui savent, la directive CSDR, c'est quoi en une ou deux phrases? C'est le fait qu'à partir de, a priori, février 2022, parce qu'on essaye de repousser la date, il faudra régler en temps et en heure les suspens de règlement livraison. Autrement, on se retrouvera face à des amendes dites buy-in assez prohibitifs. Et la seule façon, parce que des suspens de règlement livraison, il y en aura toujours, parce qu'il y a une mauvaise instruction, parce qu'il y a des petits peu importe. Et donc, un des outils pour éviter ces fameux buy-in, ce sera de faire appel au prêt de titre. Parce qu'en empruntant un titre et en dénouant une opération, on évite l'amende, et puis quand on a terminé, on rend les titres à la personne qui nous les a prêtés. Donc, le régulateur n'est pas contre le prêt de titre. Ce qui est important, c'est d'encadrer cette activité. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle les emprunteurs font appel au prêt de titre, c'est évident, c'est de pouvoir emprunter ces titres pour mettre en œuvre leur stratégie d'investissement, dont notamment potentiellement des ventes à découvert. Mais encore une fois, à aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus aucun marché qui autorise ce qu'on appelle les naked short sales, donc c'est le fait de vendre à découvert alors qu'on n'a pas les titres, parce que c'est ça qu'on a pu reprocher au prêt de titre, c'était qu'on avait une sorte de bulle spéculative, étant donné qu'il n'y avait pas assez de liquidité face aux gens qui pouvaient vendre à découvert. Donc les régulateurs sont arrivés, on dit on a besoin de cette liquidité-là, on a besoin de certaines personnes qui peuvent vendre à découvert parce que ça aide comment on appelle ça, la découverte des prix, ce qu'on appelle le fair price d'une action, mais bien évidemment, il faut que cela soit bien encadré par la réglementation, et c'est le cas.
Si c'était toxique, nocif, on ne pourrait plus faire de prêt de titre à aujourd'hui, ou en tout cas dans des conditions beaucoup plus sévères. Donc c'est pour ça qu'il est important, je pense, de remettre dans le contexte qui est le nôtre en 2021, remettre dans le contexte ce débat qui est un débat assez daté. Voilà. Donc à aujourd'hui, on peut faire du prêt de titre et être ESG. Pour la plupart, en tout cas, des intervenants, prenez l'exemple des labels. Le label ISR, pour parler de la France, permet le prêt de titre. Si le prêt de titre était aussi nocif que ça, il ne le permettrait pas. Et encore une fois, s'il n'y a pas de liquidité sur les marchés, tous les investisseurs seront touchés. Donc, je suis vraiment désolée parce qu'on a pas mal de questions, d'ailleurs assez intéressantes, auxquelles on aurait voulu répondre. Mais malheureusement, on me dit qu'on est en train de dépasser sur l'horaire. Donc, pour conclure, nous pensons que ce petit webinaire pouvait vous intéresser parce qu'on a répondu pendant ces 3 quarts d'heure à des questions auxquelles on nous pose tous les jours. Bien évidemment, nous sommes là à travers votre responsable commercial, votre relationship manager, votre BDM. Vous pouvez nous contacter dès aujourd'hui pour ceux notamment qui veulent poser des questions et à qui on n'a pas pu répondre. Vous avez nos coordonnées sur le dernier slide qui s'affiche. Donc Ben Coppin, le responsable de l'activité, moi-même la responsable commerciale, Rémi Ferraretto qui est responsable commercial au sein de mon équipe, ou à travers vos contacts habituels chez KCI. Donc voilà, je pense que le débat du prêt de titre, mais le débat de l'ESG de manière générale est loin d'être terminé, mais plus on en parlera, plus on verra clair, plus les gens se positionneront et les investisseurs finaux seront à l'aise sur cette activité. Donc je vous remercie, merci à tous. Je vous rappelle juste que vous aurez un replay de ce petit webinaire sur le site de KCIS et je crois même d'ailleurs sur LinkedIn, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas sur le site de KCIS, c'est sûr. Et n'hésitez pas à nous contacter directement si vous voulez poursuivre les débats. On est là pour ça. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.